Soros et les pirates de la finance. Depuis longtemps, les médias dépeignent George Soros comme un chevalier solitaire ou un génie de la finance anticonformiste. Le personnage est enveloppé d'un certain mystère et de nombreuses légendes. Paul Krugman a dit un jour à son sujet que les gens dont le nom formait un palindrome ne pouvaient pas être ordinaires. On considère généralement qu'à ses débuts, Soros agissait en franc-tireur, qu'il était une sorte de pirate de la finance et pouvait lancer à lui tout seul des défis à la Banque d'Angleterre, qu'il avait le pouvoir de secouer le Deutsche Mark ou de balayer le marché financier asiatique. Il n'y a sans doute que les simples d'esprit pour croire en de telles fables. Les fonds Quantum de Soros qui balayèrent les marchés financiers mondiaux étaient enregistrés dans les Caraïbes, dans une île des Antilles néerlandaises où l'on ne paye pas d'impôts, le paradis fiscal de Curaçao, où l'on peut garder secret le nom des investisseurs de ces fonds et dissimuler les traces des mouvements de capitaux. C'est également le plus gros centre de blanchiment d'argent des narcotrafiquants. Selon la loi américaine sur les opérations de bourse, un fonds de couverture, ou hedge fund, ne peut réunir plus de 99 investisseurs qualifiés de nationalité américaine. Soros fit donc en sorte qu'aucun super riche participant à ces fonds spéculatifs ne soit américain. Dans la gestion de ces fonds offshore, Soros ne faisait même pas partie du conseil d'administration mais participait aux opérations en tant que conseiller en investissement. En outre, il choisit également d'assumer son rôle de consultant sous le nom de son entreprise basée à New York, Soros Fund Management. Si le gouvernement américain lui demandait de fournir des détails sur le fonctionnement des fonds, il pouvait prétendre n'être qu'un conseiller et ainsi se soustraire au contrôle des autorités. Au conseil d'administration de Quantum Fund NV se trouvait Richard Katz, ancien directeur de la banque londonienne NM Rothschild & Sons et de Rothschild Italia SPA à Milan, Niels Staub, décédant en 2008, associé de St. James Place Capital, dont le principal opérateur était Rothschild, et également Williams Lord Rees-Mogg, décédé en 2012, chroniqueur au London Times, également associé à St. James Place Capital, contrôlé par les Rothschild, et Edgar Picciotto, l'un des personnages les plus controversés des banques privées suisses. On comptait parmi les amis de Picciotto Edmund Safra, qui possédait la Republic National Bank of New York. Ce dernier, surnommé le banquier des riches, fut au centre d'une histoire rocambolesque impliquant le détournement d'argent russe à travers plusieurs établissements bancaires new-yorkais. Au cœur du scandale se trouvait la Bank of New York et vraisemblablement la mafia russe. Safra fut pendant un temps accusé d'être lié au trafic de drogue et à l'Iran Gate, la vente d'armes illégales au contrat des Nicaraguayens. On pouvait également compter dans le cercle de Soros Mark Rich, décédé en 2013, un célèbre spéculateur suisse, et Saul Eisenberg, décédé en 1997, marchand d'armes et agent du Mossad. Les relations personnelles que Soros entretenait avec les Rothschild firent de lui l'homme de paille du groupe financier le plus secret et le plus puissant de la planète. Comme nous l'avons vu au fil des chapitres précédents, les Rothschild ont été par le passé les souverains de la City, les fondateurs d'Israël, les ancêtres des réseaux de renseignement, les mentors des 5 plus grandes familles de Wall Street, les décideurs du cours de l'or et, jusqu'à aujourd'hui, les véritables opérateurs de l'axe Londres-Wall Street. Personne ne connaît le montant réel de leur fortune. Les Rothschild et les autres banquiers internationaux ont mis Bill Gates et Warren Buffett sur le devant de la scène pour mieux se cacher derrière. Mais leur fortune en Suisse, ou sommeillant dans des comptes offshore de tous les paradis fiscaux que compte la planète, dépasse de très loin celle des 2 hommes les plus riches du monde. Les relations entre George Soros et les élites sont multiples. Il a investi 100 millions de dollars en fonds privés dans le groupe Carlyle, acteur majeur du complexe militaro-industriel, auquel participait également la famille Bush et l'ancien ministre des Finances américain James Baker. Dans les années 1980, Soros et des politiciens nord-américains comme Brzezinski ou Madeleine Albright cofondèrent le National Endowment for Democracy, le NED, qui fut en réalité établi en joint venture entre la CIA et des capitaux privés. Sous les instructions des banquiers internationaux, Soros fit éclater crise après crise sur les marchés financiers mondiaux, promoteur acharné de la désintégration contrôlée de l'économie mondiale pour préparer le terrain à la monnaie mondiale et au gouvernement mondial, sous contrôle de l'axe Londres-Wall Street. Tous ces hauts faits reflètent les intentions stratégiques de ses parents.
Au début des années 1980, les banquiers internationaux réalisèrent essentiellement la démolition contrôlée des économies des pays en voie de développement. Vers le milieu et la fin des années 1980, ils réussirent à freiner l'expansion des forces financières japonaises. Après que la situation fut placée sous le contrôle en Asie, l'Europe redevint le théâtre de préoccupation des banquiers internationaux. Ruiner l'Europe de l'Est et l'Union soviétique devint leur priorité. Soros, qui portait cette grande responsabilité, se transforma en philanthrope et créa diverses fondations en Europe de l'Est et dans l'ancienne URSS. Ces fondations furent créées sur le modèle de l'Open Society Institute, sa fondation mère à New York, prônant le concept de liberté individuelle jusqu'à l'irrationnel. Par exemple, il finança le Central European University, ouverte aux jeunes issus des régimes socialistes, où on leur enseignait que le concept de souveraineté de l'État était mauvais et anti-individualiste, que le libéralisme économique était la panacée et qu'une approche rationnelle des phénomènes sociaux relevait du despotisme. L'idéologie de cette école visait à façonner les hommes et les gouvernements et reçut, bien sûr, le soutien du Council on Foreign Relations. Le célèbre critique américain Gilles Damery fit une description précise des véritables intentions de Soros et des généreux donateurs qu'étaient les organisations internationales. Derrière le voile de la légitimité et de la préoccupation humanitaire, on peut trouver ces mêmes personnes et organisations puissantes comme l'Open Society Institute de Soros, la Foundation Ford, l'Institut des États-Unis pour la paix, The National Endowment for Democracy et beaucoup d'autres qui financent et utilisent un dédale d'ONG bien connus comme Human Rights Watch, Amnesty International, The International Crisis Group et de même que des entités plus obscures. Mais parmi tous ces gens brillants comme l'étoile du berger se trouve George Soros qui, à l'instar de la pieuvre géante de Jules Verne, étend ses tentacules sur toute l'Europe de l'Est, l'Europe du Sud-Est, le Caucase, ainsi que les républiques de l'ancienne Union soviétique. Par la coordination de ces organisations, Soros pouvait non seulement façonner mais aussi créer les informations dans les médias, l'agenda public et l'opinion publique, contrôler le monde et ses ressources et promouvoir l'idéal de perfection du système unique fabriqué aux États-Unis. Dans le processus de sortie du communisme des pays de l'Europe de l'Est, Soros joue un rôle inestimable. En Pologne, sa fondation réussit à s'emparer de l'État et eut une influence directe sur les 3 premiers présidents post-communistes. Soros est l'ancien président de la Réserve fédérale, Paul Volcker, le vice-président de Citibank, Hanno Rüding, et le professeur de Harvard, Jeffrey Sachs, concoctèrent ensemble pour l'Europe de l'Est et l'ancienne Union soviétique la thérapie de choc, conférée au chapitre 5. La Pologne, la Hongrie, la Russie et l'Ukraine furent sévèrement pillées les unes après les autres. La seule différence avec l'Afrique et l'Amérique latine résidait dans la puissance militaire de la Russie et des pays d'Europe de l'Est, suffisante pour empêcher les États-Unis de dormir, mais qui n'évita pas à ces pays de subir malgré tout une razzia organisée d'envergure. Une première dans l'histoire de l'humanité. Pour détruire efficacement un pays, rien de tel que de commencer par ébranler son moral. L'arc de crise, le blocage de la monnaie européenne. Les troubles se succédèrent et tandis qu'une vague retombait, une autre se soulevait déjà. Après que les objectifs stratégiques de démolition contrôlée de l'Europe de l'Est et de l'ex-URSS eurent été atteints, la France et l'Allemagne, pivots de la vieille Europe, qui avaient toujours été exclus du noyau du pouvoir, commencèrent à s'agiter. Après avoir perdu le bloc communiste, cette grande menace extérieure, ils voulurent créer l'euro et rivaliser avec les États-Unis et l'Angleterre. Dès que l'euro fut créé, il entama sûrement et ardemment l'hégémonie du système du dollar. Les conflits monétaires entre l'axe Londres-Wall Street et l'alliance franco-allemande s'intensifièrent. L'origine du problème vient de la disparition du système de Bretton Woods en 1971 qui produisit de graves perturbations dans le système monétaire mondial. Avec le système de Bretton Woods, de l'étalon or indirect, les taux de change entre les principales devises mondiales étaient très stables et il n'y avait pas de problème spécifique lié aux déséquilibres commerciaux et financiers. Mais après 1971, la capacité de crédit du système bancaire diminua, conduisant automatiquement à l'austérité, à la récession et à la baisse de la consommation. Avec la baisse des importations, le déficit commercial disparut. Lorsque les gens commencent à épargner, le capital des banques se met à croître. L'assiette de production s'élargit, la balance commerciale devient favorable et la richesse de la société augmente.
Ce beau cycle naturel et son système de contrôle ont été vérifiés à maintes reprises avant 1971 par la pratique sociale humaine. Les graves déficits n'avaient nulle part où se cacher, on n'avait pratiquement pas besoin de couvrir les risques monétaires. Les instruments financiers dérivés n'avaient pas de conditions d'existence. Sous la contrainte de l'or, tous les pays devaient accumuler honnêtement des richesses en travaillant dur. C'est aussi la raison fondamentale pour laquelle les banquiers internationaux détestaient l'or. Après avoir perdu l'or, le système monétaire international fut naturellement plongé dans le désordre. La crise du pétrole créa une demande croissante de dollars et la cherté du crédit permit à la devise américaine de regagner petit à petit une certaine stabilité. De leur côté, les pays européens qui étaient contraints de suivre ces montagnes russes monétaires vivaient mal cette situation. C'est alors qu'à la fin des années 1970, le chancelier allemand Helmut Schmidt rencontra le président français Giscard d'Estaing afin de discuter de la création du système monétaire européen, entre parenthèses SME, et éliminer l'instabilité des taux de change lors des transactions commerciales entre les pays européens. En 1979, le système commença à fonctionner. Les résultats furent encourageants et les pays européens manifestèrent leur intérêt à s'y joindre. Ce système allait hanter les élites de l'axe Londres-New York, angoissées par la possibilité d'une monnaie unique en Europe. Encore plus inquiétant, à partir de 1977, l'Allemagne et la France commencèrent à investir dans les affaires de l'OPEP, aidant ces pays à s'industrialiser à la condition que les pays arabes promettent de leur fournir du pétrole sur le long terme et que les revenus du pétrole soient déposés dans le système bancaire européen. Londres s'opposa fermement au plan de la France et de l'Allemagne, et comme ces efforts échouèrent, le Royaume-Uni refusa de rejoindre le SME. À l'époque, les idées de l'Allemagne allaient plus loin encore car elle songeait déjà à une réunification. Finalement réunifiée après 1989, elle se mit à dominer complètement le continent européen avec sa nouvelle puissance et se rapprocha de la Russie pour entretenir avec elle des relations bénéfiques. Pour mieux faire face au plan franco-allemand, les conseillers de Londres Wall Street proposèrent de créer un arc de crise. Il s'agissait de stimuler les forces radicales de l'islam, plonger les pays du Moyen-Orient producteurs de pétrole dans la tourmente, avec des vagues pouvant s'étendre jusque dans les régions soviétiques du sud de l'URSS, à forte densité musulmane, attaquer les perspectives de coopération entre l'Europe et le Moyen-Orient, entraver la marche de la monnaie unique en Europe et contenir l'Union soviétique. Par ailleurs, les États-Unis préparèrent leur future intervention dans le Golfe, faisant d'une pierre deux coups. Brzezinski, le conseiller à la sécurité nationale, et Cyrus Vance, le ministre des Affaires étrangères américain, firent un bon travail car de sérieux troubles éclatèrent au Moyen-Orient. En 1979, l'Iran faisait sa révolution et le monde connut sa seconde crise pétrolière. En réalité, le monde n'avait jamais réellement souffert de pénurie d'approvisionnement en hydrocarbures. La suspension de l'offre des 3 millions de barils par l'Iran pouvait être compensée par la production de l'Arabie Saoudite et du Koweït, deux pays sous contrôle états-unien. Les oligarques du pétrole et de la finance de Londres Wall Street laissèrent le cours du baril flamber, notamment pour stimuler la demande de dollars. D'une main, ils contrôlaient l'industrie pétrolière et de l'autre, l'émission de dollars. Une autre brillante idée de Brzezinski fut de jouer la carte de la Chine. En février 1978, les États-Unis et la Chine établirent officiellement des relations diplomatiques. Peu de temps après, la Chine réintégra les Nations Unies. Cette astuce irrita beaucoup l'Union soviétique qui se sentit d'un coup cernée par l'ennemi. L'OTAN à l'ouest, les États-Unis à l'est et l'arc de crise au sud. L'Union soviétique prit peur et interrompit ses relations déjà fragiles avec l'Allemagne. Après la chute du mur de Berlin en 1989 et la célébration allemande de la réunification, l'année suivante, Wall Street en conçut une grande amertume. David Hale, un économiste américain entretenant des liens avec le ministère des Finances de Bush, mit en garde, en janvier 1990, sur les dangers stratégiques sur les marchés financiers américains si l'unité allemande devait réussir. En effet, lorsque l'histoire financière des années 90 sera écrite, les analystes considéreront peut-être la chute du mur de Berlin comme un choc financier comparable au tremblement de terre de Tokyo longtemps redouté. La destruction du mur symbolisait un soulèvement qui pourrait finir par détourner des centaines de milliards de capitaux vers une région qui n'a pas seulement été un élément mineur sur les marchés mondiaux du crédit pendant 60 ans.
les Américains ne devraient pas non plus se consoler du fait que l'Allemagne elle-même n'a été qu'un modeste investisseur aux États-Unis ces dernières années. Le plus gros investisseur aux États-Unis depuis 1987 a été la Grande-Bretagne. Entre parenthèses, plus de 100 milliards de dollars en offres publiques d'achat. Et les Britanniques n'auraient pu faire ces gros investissements sans accéder à l'excédent d'épargne des Allemands. Si l'Angleterre est devenue le premier investisseur direct aux États-Unis, c'est donc en s'appuyant sur l'épargne des Allemands. Ainsi, par ricochet, les États-Unis parvinrent à capter une grande part de la richesse allemande. Les sentiments de Londres étaient encore plus intenses, et certains conseillers de Thatcher allèrent jusqu'à dire que le Quatrième Reich était né. Un rédacteur du Sunday Telegraph exprima les pensées de la faction de Thatcher en ces termes. « Supposons qu'une Allemagne unie devienne un géant bienveillant. Que se passera-t-il alors ? Supposons qu'une Allemagne unie montre à la Russie comment devenir un géant bienveillant. Que se passera-t-il alors ? En vérité, ce pourrait être une dangereuse menace et non l'inverse. Car comment sur Terre une défense efficace pourrait-elle s'opposer à une Allemagne unie qui a l'intention de suivre les règles ? L'Allemagne va devenir très puissante et, ainsi que Lord Acton nous l'a enseigné, le pouvoir corrompt. L'Allemagne est merveilleusement bien placée, enfin, pour être l'agent principal qui ramènera le royaume slave dans le concert des nations. Durant l'été 1990, Londres créa une nouvelle agence de renseignement pour mettre à niveau ses activités de renseignement en Allemagne. Un ancien des services secrets américains avait recommandé à ses homologues de recruter des agents dans l'ancienne Allemagne de l'Est et de développer un réseau d'espions américains à Berlin. L'Allemagne, reconnaissante envers la Russie pour le soutien qu'elle lui avait accordé dans sa réunification, fut déterminée à aider la Russie à reconstruire son économie effondrée. Voici comment le chancelier allemand envisageait l'avenir de la nouvelle Europe. Un chemin de fer modernisé qui ferait la liaison entre Paris, Hanovre et Berlin, puis Varsovie et Moscou. Une monnaie unique, une économie en harmonie, plus de guerre en Europe, seulement un avenir de rêve. Mais ce n'était pas le rêve des banquiers internationaux qui réfléchissaient aux moyens de défaire le Deutschmark et l'idéologie européenne et d'empêcher la reconstruction allemande d'être un succès. Au début des années 1990, sous la planification de l'axe Londres-Wall Street, George Soros se mit à critiquer les situations de la lire et de la livre. En 1990, le gouvernement britannique rejoignit de façon inattendue le mécanisme de taux de change européen malgré l'opposition de la City. Voyant le système de l'euro prendre forme petit à petit et devenir un risque majeur pour l'axe Londres-Wall Street, les banquiers internationaux planifièrent d'étrangler le système de l'euro dans son berceau. Dès sa réunification en 1990, l'Allemagne dut faire face à d'énormes dépenses imprévues et décida de relever ses taux d'intérêt pour surmonter la pression inflationniste. La situation du Royaume-Uni qui avait rejoint le système de taux de change européen la même année ne fut pas meilleure. L'inflation y fut 3 fois plus forte, le taux d'intérêt atteignit 15% et la bulle économique des années 1980 fut sur le point d'éclater. À partir de 1992, le Royaume-Uni et l'Italie furent confrontés à une double pression, le déficit budgétaire venant s'ajouter à l'inflation. Leur monnaie avait tendance à être surévaluée et les spéculateurs, emmenés par Soros, y virent une opportunité et lancèrent une attaque générale le 16 septembre 1992. La somme totale de la vente à découvert de livres sterling atteignit plus de 10 milliards de dollars. À 19h, l'Angleterre annonça qu'elle rendait les armes. Soros gagna 1,1 milliard de dollars dans cette affaire et la livre sterling et la lire sortirent du système monétaire européen. Par la suite, Soros voulut attaquer le franc français et le Deutschmark. Mais malgré la somme de 40 milliards de dollars qu'il misa, il n'en tira aucun avantage ou profit. L'empire financier le soutenait néanmoins à bout de bras quoi qu'il advienne. La tentative d'étranglement des monnaies asiatiques. Sur le fond de l'Extrême-Orient, l'axe Londres-Wall Street s'était déjà attaqué à l'économie japonaise, jugée trop agressive, puis à l'économie des anciens pays du bloc soviétique. Le rêve d'une Europe unifiée de l'Allemagne et de la France fut également temporairement arrêté, tandis que l'Amérique latine et l'Afrique étaient depuis longtemps dans leur poche. Sur deux, les banquiers internationaux portèrent alors leur regard au-delà des 4 mers et se rendirent compte que le modèle économique de l'Asie du Sud-Est était en plein essor, ce qu'ils ne voyaient pas d'un bon œil. En effet, les gouvernements de ces pays mettaient en œuvre des politiques de développement efficaces, fondées sur un taux d'épargne très élevé et un investissement massif dans la mobilisation des ressources nationales et l'exportation.
À partir des années 1970, ces politiques constructives propulsèrent ces pays du sud-est asiatique vers une postérité économique sans précédent et ces mesures devinrent extrêmement populaires. Le niveau de vie et d'éducation progressèrent et la pauvreté diminua rapidement. Ce modèle attirait de plus en plus de pays en voie de développement car il s'éloignait du consensus de Washington, entre parenthèses 1989, lequel, sous couvert de mettre en place le libre-échange, vendait en réalité la démolition contrôlée supervisée par les banquiers internationaux. Ces derniers, pour reprendre la main, déclenchèrent une guerre d'étranglement des devises asiatiques, dont les objectifs étaient les suivants. Casser le modèle de développement asiatique, créer une forte dépréciation de leur monnaie par rapport au dollar, baisser les prix des importations américaines pour maîtriser l'inflation et vendre à des prix très bas les principaux actifs des pays asiatiques aux entreprises européennes et américaines, tout cela pour accélérer la mise en œuvre de la désintégration contrôlée. Un autre objectif de taille était de stimuler la demande de dollars en Asie. Pour les pays asiatiques qui avaient fait l'expérience de la crise financière, les réserves de dollars représentaient un trésor dans les moments critiques. La leçon qui leur serait infligée devait leur inculquer de ne jamais abandonner l'idée d'une réserve en dollars pour une autre devise. En décembre 1994, Paul Krugman publiait dans Foreign Affairs un chef-d'œuvre intitulé The Myth of Asia Miracle, le mythe du miracle de l'Asie. En résumé, cet article alertait sur le fait que les économies asiatiques allaient droit dans le mur, que leurs investissements pour améliorer la productivité ne suffisaient pas, et qu'elles ne devaient pas se contenter de songer à une croissance de grande envergure. Toutes ces mises en garde faisaient sens, mais il faut dire que les pays asiatiques partaient de loin. La clé de leur développement se trouvait dans le contrôle de paramètres simples, comme l'espace et le temps, dans le cadre d'une planification autonome et adaptée au contexte, faisant valoir ses points forts et remédiant aux points faibles. Cette approche est toute naturelle dans les pays qui connaissent une croissance rapide et se résout rapidement lors du processus de développement. L'attention des banquiers se concentra d'abord sur la Thaïlande. À partir de 1994, sous la double pression de la dévaluation du RMB et du yen, les exportations thaïlandaises furent affaiblies et le baht, lié au dollar, fut entraîné par celui-ci jusqu'à un niveau très bas. La crise avait déjà pris forme. Au moment même où les exportations baissaient, un grand nombre de capitaux spéculatifs étrangers affluaient, ne cessant de pousser l'augmentation des prix de l'immobilier et des cours de la bourse. Pendant ce temps, alors que la Thaïlande disposait de 38 milliards de dollars de réserves de change, sa dette extérieure atteignit 106 milliards de dollars. À partir de 1996, les sorties nettes s'élevaient à 8% du PIB. Afin de lutter contre l'inflation, la Banque de Thaïlande dut augmenter les taux d'intérêt et cette mesure aggrava la situation du pays qui n'avait plus qu'une porte de sortie, prendre rapidement l'initiative de dévaluer le baht. Les banquiers internationaux estimèrent que les pertes de la Thaïlande étaient surtout dues au fait que leur dette libellée en dollars s'était renchérie. Ces réserves de change avaient déjà baissé de 10 milliards de dollars environ, mais cette perte allait être rapidement accrue grâce à la détermination du marché financier international. En effet, les pirates de la finance estimèrent que le gouvernement thaïlandais n'en sortirait pas sans combattre s'il voulait préserver le baht. Plus tard, l'évolution des choses démontra l'acuité de leur jugement. La situation était différente de l'offensive contre le Japon la même année, car les finances et les réserves de change du Japon étaient solides. Attaquer directement la monnaie japonaise était comparable à essayer de casser une pierre avec des œufs. Les banquiers internationaux introduisirent de nouvelles armes financières. L'attaque à distance et loin des regards, un peu comme un porte-avions américain qui enverrait une escadrille aérienne couler une armada de navires japonais avant même qu'un seul obus ne soit tiré. L'offensive des pirates financiers contre la Thaïlande et d'autres pays asiatiques fut principalement dirigée contre leurs devises. Au moyen de contrats à terme, ils balayèrent en 6 mois l'Asie du Sud-Est et la Corée. La Thaïlande connut coup sur coup 2 défaites. La première dans son corps à corps avec les pirates de la finance et la deuxième en se faisant prendre au piège du FMI. La confiance aveugle qu'elle avait à l'égard de cet organisme international la conduisit, in fine, à laisser des étrangers décider de la sécurité du pays. C'est essentiellement par leur dette extérieure que les pays en voie de développement sont entrés dans la crise. Gérer un pays ou un foyer est en effet la même chose. Une dette élevée conduit inévitablement à la fragilité économique. Dans une situation où l'on ne contrôle pas l'environnement financier extérieur, la survie est souvent une question de chance.
Or, dans les faits, les banquiers internationaux manipulent la tendance géopolitique internationale. Ils peuvent ainsi inverser subitement l'environnement financier de manière défavorable alors qu'il paraissait auparavant très fiable, et, de là, augmenter le fardeau de la dette des pays en voie de développement. Les pirates financiers attaquent aussi parfois violemment, sans trop de planification, mais en profitant des opportunités qui se présentent. Leur taux de réussite est, convenons-en, assez grand. La deuxième raison de la défaite financière de la Thaïlande vient de ce qu'elle n'avait aucune conscience des risques. Surtout, elle n'était pas préparée psychologiquement à la guerre que l'énorme puissance se trouvant au cœur de l'axe Londres-Wall Street allait mener contre elle sans jamais la déclarer. Les autres dirigeants asiatiques n'étaient pas mieux préparés et répétèrent les mêmes erreurs que celles qui conduisirent à la double défaite financière de la Thaïlande, se trompant sur la direction prise par l'ennemi et livrant ainsi leur pays aux pirates financiers et au FMI. Les loups solitaires suivent chacun leur propre logique, mais quand ils chassent en meute, ils appliquent le principe de la division du travail. Très vite, Soros, accompagné de Citibank, Goldman Sachs et d'autres grands groupes bancaires, coordonnèrent leurs actions prédatrices. Les proies blessées qui gisaient à terre se laissèrent achever par le FMI dans une vente aux enchères qui faisait saliver les entreprises européennes et américaines. Quand les banques d'investissement achètent une entreprise, la découpent et revendent les meilleurs morceaux à d'autres entreprises, elles gagnent au passage des centaines de millions de dollars. Selon le même schéma, découper et vendre aux enchères les actifs essentiels d'un pays souverain est une grande entreprise, 10 fois ou 100 fois plus lucrative. Quand les pays asiatiques tentèrent d'établir leur propre fonds monétaire asiatique, à l'instigation du Japon, pour renflouer les pays en difficulté de la région, le projet rencontra une vive opposition de la part des pays occidentaux. Plusieurs grands pontes mirent tout en œuvre pour décourager le processus. Le vice-ministre des Affaires étrangères américain, Stroud Talbot, déclara « Nous pensons que l'institution appropriée pour s'occuper d'un problème comme celui-ci doit être transrégionale et internationale plutôt qu'une institution régionale nouvellement créée, parce que le problème a lui-même des ramifications qui vont bien au-delà des frontières de cette région. » Dès qu'il eut obtenu des informations sur le Fonds monétaire asiatique, le vice-ministre des Finances américain, Lawrence Summers, prit des mesures immédiates et s'y opposa farouchement. Son argument était que ce fonds asiatique créerait un encouragement inutile pour les pays asiatiques à reporter les ajustements préconisés et n'ajouterait pas grand-chose au système existant centré sur le FMI. Il soulignait que cette méthode régionaliste risquait de réduire les ressources mises à disposition lors de prochaines crises et d'affaiblir la capacité à faire face aux crises transcontinentales. Le premier directeur général adjoint du FMI, Stanley Fischer, déclara que les fonds régionaux ne pouvaient pas agir comme le FMI, c'est-à-dire exiger que les pays concernés entreprennent des réformes économiques globales en échange d'une aide. Bien que le Japon fût un fervent défenseur de ce fonds asiatique, il dut se soumettre à la pression de l'axe Londres-Wall Street. Dans un premier temps, le ministre des Finances japonais, Hiroshi Mitsuzuka, déclara avec diplomatie que le Fonds monétaire asiatique projeté serait complémentaire au FMI et aux autres institutions internationales et non un concurrent, qu'il travaillerait en étroite collaboration avec le FMI. Le nouveau concept de Tokyo était un fonds monétaire sans fonds, qui servirait d'organisme de secours capable de dresser des plans à l'avance pour mobiliser des fonds et aider les pays touchés par les attaques de spéculateurs internationaux. Lorsqu'il fut présenté à la réunion annuelle de la Banque mondiale et du FMI, ce projet de fonds monétaire asiatique mit en alerte les États-Unis et les pays européens qui y décelèrent une concurrence au FMI. Finalement, le Premier ministre Ryaturo Hashimoto déplora « Nous ne sommes pas arrogants au point de penser que nous pouvons endosser le rôle de locomotive de l'Asie. » Il ajouta que le Japon continuerait dans la mesure de ses possibilités à aider les pays asiatiques touchés, mais que ce n'était pas son rôle de sortir l'Asie du bourbier économique. Ce vice-premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, pensait même que remplacer le FMI par un fonds monétaire asiatique ferait courir de grands risques moraux. Pourtant, ce n'était guère que du bon sens que les pays asiatiques organisent leur propre fonds monétaire pour pallier les temps de crise. Mais le vrai risque consistait à endurer l'opposition de l'axe Londres-Wall Street. Le Japon, en tant que première économie de la région, manquait décidément d'audace et de courage pour conduire les pays asiatiques hors de la situation critique et de la tutelle du FMI. L'absence de leadership laissa les autres pays désemparés. Mais ce qui rendit tout le monde perplexe fut le point de vue de Singapour. En quoi y avait-il un quelconque risque moral à se donner les moyens de s'aider soi-même et d'aider les pays voisins à se défendre contre le pillage? S'il existait un risque moral, quel pays cela concernait-il?
Le premier ministre malais, Mahathir bin Mohamad, analysait la crise de façon plus approfondie. Si le négoce des devises doit être autorisé, alors il devrait être transparent et régulé. Il est ridicule qu'au moment où l'on exhorte les gouvernements et toutes les autres entreprises à l'ouverture et à la transparence, on autorise le négoce de devises à se faire dans un secret presque absolu. Nous ne savons qui ils sont, de combien de capital ils disposent, combien ils ont emprunté, quelles devises ils détiennent, à qui ils vendent et à qui ils achètent. Combien d'impôts payent-ils sur les profits qu'ils ont réalisés sur les pays cibles et à qui? Assurément, ces pays ne collectent d'eux aucun impôt. Ils pensaient que dans le système actuel du négoce de devises, personne ne savait si l'argent provenait de sources légitimes ou du blanchiment d'argent. Qui sont ces banquiers qui peuvent mettre à la disposition de leurs clients des milliers de milliards de dollars? Quelle est la ressource en capital de ces banques? Combien d'argent a-t-il été investi dans celle-ci et par qui? Combien ces banques peuvent-elles devenir plus riches que la plupart des pays dans le monde? Quand les financiers attaquent la devise d'un pays, ils font automatiquement baisser la valeur des actifs cotés en bourse. Ce sont les opérations sur le marché de l'échange qui provoquent la dévaluation des devises des pays et de l'Asie du Sud-Est. Et tant qu'elles ne seront pas régulées, tant qu'ils auront des milliers de milliards à leur disposition, leur capacité d'attaquer et de porter préjudice aux économies perdurera. Après avoir tenu ces propos, Mahathir bin Mohamad essuya immédiatement les foudres des médias occidentaux. Ces paroles acerbes étaient sans doute jugées inconvenantes lors des rencontres diplomatiques, mais il avait posé toutes les questions que les Asiatiques avaient sur le cœur. Une firme sud-coréenne, partenaire des États-Unis pendant la guerre froide, fut terrassée par la crise financière. Elle demanda de l'aide auprès de son ancien partenaire sans imaginer que le refus serait aussi rapide et catégorique. Pour les banquiers internationaux, la relation intime avec la Corée du Sud n'était pas plus qu'une épave rouillée de la guerre froide. Le gouvernement américain commença à débattre sérieusement de la question et la ministre des Affaires étrangères américaine, Madeleine Albright, ainsi que le conseiller à la sécurité nationale, proposèrent de secourir leur petit frère. Mais le ministre des Finances américain qui représentait Wall Street y opposa un refus catégorique, allant même jusqu'à dénoncer la mauvaise compréhension de l'économie qu'avait Albright. Finalement, Clinton se rangea sur l'avis du ministre des Finances, Robert Rubin. Pour ce dernier, cette crise ouvrait grand la porte de l'économie coréenne au bon moment, et il ordonna au FMI d'imposer des conditions plus strictes que d'habitude à la Corée du Sud. Jolie façon de traiter cet ancien allié. Sous la pression du ministre des Finances américain, le FMI ajouta à son aide des conditions telles que la résolution immédiate en faveur des États-Unis des différends commerciaux. Les Coréens pointèrent du doigt le FMI qui imposait ces conditions déraisonnables. De son côté, Joseph Stiglitz, alors économiste en chef de la Banque mondiale, pensait que le Trésor US avait tout fait pour contraindre la Corée du Sud en crise à une libération complète et rapide du marché des capitaux financiers. En tant que conseiller économique de Clinton, il était fermement opposé à ce comportement irresponsable et pensait que cette ouverture n'aiderait en rien à sécuriser les intérêts américains, mais plutôt ceux des banques de Wall Street. Le gouvernement sud-coréen fut contraint d'accepter les conditions draconiennes du FMI, notamment permettre aux étrangers de détenir une part plus importante de l'économie, laquelle avait été, jusque-là, relativement protégée. Les investissements étrangers sur le marché des capitaux seront libéralisés et la procédure d'investissement étranger direct seront simplifiées et rendues plus transparentes. D'ici à fin 1997, les entités étrangères seront autorisées à acheter 50% des parts des sociétés coréennes cotées, puis 55% à partir de fin 1998, pavant la voie à la prise de contrôle par les étrangers d'entreprises coréennes. Les banques étrangères pourraient être autorisées à former des co-entreprises et à installer des filiales. Les banquiers lorgnaient depuis longtemps sur les entreprises coréennes et n'attendaient que la signature de ces accords par la Corée pour se jeter sur leur proie. Ils avaient cependant sous-estimé la force de la conscience nationale coréenne qui rendit difficile la gouvernance du pays par des puissances étrangères. Isolés et dans une position sans issue, les Coréens se mirent les uns après les autres à faire don de leur or et de leur argent métal à leur pays. Quand on a épuisé toutes ces réserves de change, les deux moyens de paiement que sont l'or et l'argent sont toujours les bienvenus auprès des créanciers étrangers. L'étonnement des banquiers internationaux s'accrut encore lorsqu'ils constatèrent que la Corée du Sud n'envisageait pas la faillite de ses grandes entreprises, ni de ses banques, et que les entreprises occidentales ne seraient donc pas en mesure de les acquérir. Lorsque la Corée du Sud surmonta le pic de la crise au cours du printemps 1998, les recettes à l'exportation rebondirent rapidement et le gouvernement qui avait bien vu le jeu de Wall Street rejeta résolument la potion amère du FMI.
Toutes les grandes entreprises qui avaient entamé un règlement de faillite se gelèrent. Le gouvernement élimina sans hésiter du système bancaire entre 70 et 150 milliards de créances douteuses et en reprit le contrôle. Le FMI fut dès lors exclu de la reconstruction du système bancaire coréen. Les banquiers internationaux et le Trésor américain en conçurent beaucoup d'amertume. Mais cet épisode permit à la Corée de comprendre encore plus clairement la nécessité absolue d'une économie gouvernée au niveau national. L'acquisition par Microsoft de la plus grande société coréenne de logiciels tomba à l'eau et 8 sociétés locales de logiciels coréens sortirent victorieuses. Le plan de rachat de l'entreprise automobile Kia par Ford fut abandonné, cassant le rêve de Ford. Le programme de reprise de 2 grandes banques locales par des banques étrangères fut interrompu et le gouvernement coréen en assura lui-même la gestion temporaire. L'économie coréenne connut une forte reprise. L'ironie du sort est que la Corée du Sud fut brandie comme un exemple typique d'un sauvetage réussi par le FMI qui claironna ce mensonge sur tous les toits. En 2003, la Thaïlande remboursa en avance 12 milliards de dollars de dettes et échappa dès lors aux raquettes du FMI. Le premier ministre thaïlandais, Thaksin Shinawatra, prononça devant un immense drapeau national que la Thaïlande ne sera plus jamais une proie blessée et ne demandera plus jamais d'aide au FMI. Le gouvernement thaïlandais alla même jusqu'à encourager les entreprises thaïlandaises à refuser de rembourser leurs dettes auprès des banquiers internationaux en représailles au pillage perpétré par les banques en 1997. En septembre 2006, il y eut un coup d'état militaire en Thaïlande et Thaksin Shinawatra démissionna. Petite fable sur l'avenir de la Chine. Un certain Mahathir se rendit à la police locale pour déclarer un larcin, affirmant que le voleur était sans doute le récidiviste Soros. Le policier Greenspan répondit en rigolant. « Il ne faut pas blâmer uniquement le voleur, il faut aussi chercher des raisons de votre côté. Qui a permis à votre serrure de céder aussi facilement ?» Mahathir, mécontent, rétorqua. « Pourquoi ce bandit ne va-t-il pas cambrioler la Chine ou l'Inde ?» Et le policier Greenspan répondit en soupirant. « Les murs de l'Inde ou de la Chine sont trop hauts. Ce n'est pas facile pour Soros de les escalader. Et puis, s'il tombe et qu'il meurt, ne serais-je pas responsable ?» Soros le voleur, qui se trouvait à côté, avait tout entendu et ricana. Creuser des trous dans les murs résoudrait sans doute ce problème. Le policier Greenspan regarda rapidement autour de lui et chuchota. « Nous avons déjà envoyé Paulson en Chine. J'ai entendu dire qu'au début de l'année 2006, nous pourrons ouvrir quelques grands trous. » Soros le voleur, enchanté, attrapa son téléphone portable et envoya un texto à l'un de ses associés. Soros le voleur, enchanté, attrapa son téléphone portable et envoya un texto à l'un de ses associés. « Les gens y sont idiots, l'argent y coule à flot, dépêche-toi d'aller en Chine. »